C'est Madalena Bernardino, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, on va parler de désobéir pour être vrai. Tu dis que il y a des croyances utiles et d'autres qui ne servent à rien. À ton avis, à quoi on reconnaît une croyance utile? Alors oui, il y a des croyances utiles et des croyances qui sont pas utiles, il y a des croyances qui nous limitent. Par exemple, une croyance qui va être utile, c'est une croyance qui va t'aider à traverser la vie, de manière, heureuse, fluide, et réussir, les choses que tu as envie de faire, par exemple, tu vois? Une croyance inutile, c'est une croyance qui va au contraire te freiner et t'empêcher, de vivre ta meilleure vie. Et il y a des croyances en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont des croyances. Par exemple, tu vois, c'est dur d'entreprendre en France. On ne peut gagner de l'argent qu'à partir de 5 ans d'activité. Au début, on peut pas se payer. Tout ça, c'est des croyances. C'est probablement l'expérience de plein de gens, mais il y a aussi plein de gens pour qui c'est pas vrai ça. Donc est-ce que cette croyance, en l'occurrence, elle aide, tu vois? Ou elle aide pas? Par exemple, croire qu'il y a rien après la mort et être angoissé de la mort parce qu'il y a rien après la mort, est-ce que ça aide ou ça aide pas. Même si évidemment, aujourd'hui, je crois pas qu'on puisse prouver, quoique peut-être, mais je crois pas qu'on puisse prouver qu'il y a quelque chose après la mort, mais ne pas croire en ça, je sais pas si ça t'aide, quoi, par exemple. Et du coup, toi, tu as des croyances qui t'aident et des croyances qui t'aident pas? Moi, j'ai des croyances, qui m'aident, ouais. Bah, moi, je crois, personnellement que, notre vie est infinie, que là, on vit juste un épisode, et qu'en fait, on se réincarne à chaque fois dans un nouveau véhicule, dans une nouvelle enveloppe charnelle et ça m'aide à du coup, pondérer la peur de la mort. C'est-à-dire que bon, bah, je vais pas te dire que j'ai hâte, de mourir pour voir ce que c'est, mais ça me fait pas autant peur qu'à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vivent leur vie en se disant, tous les jours, que peut-être elles peuvent mourir et que donc après, c'est la merde parce qu'après il y a rien, et cetera. C'est le cas d'un de mes clients qui, se couche en se disant ça, qui se lève en se disant ça, voilà, et on a discuté de ça pendant sa séance et je lui ai demandé si c'était une croyance qui était, pertinente pour lui. Il m'a dit: «Ah bah non, je préférais carrément croire que c'est génial après». Et donc, c'est là-dessus que tu travailles avec lui? Ouais, c'est ça qu'on travaille, c'est ça qu'on travaille avec mon client. On a fait une expansion de conscience, donc une régression dans les vies antérieures pour qu'il aille voir, éventuellement, d'autres choses Mmh. et pour l'ouvrir à cette croyance, tu vois? Et donc après il me dit: «Bah, je sais pas si ce que j'ai vu, c'est mon imagination ou si c'est, vrai». Mais en fait, peu importe du moment que après tu te sens mieux et que ça t'ouvre la fenêtre, tu vois? Parce que lui, il était persuadé que, non, il y a rien et donc quand tu vois des trucs comme ça en hypnose, tu peux te poser la question et donc ça ouvre. Et donc, quand il s'est inscrit pour prendre une séance avec toi, il a dit peur de la mort. Non, quand il s'est inscrit, il m'a dit: «Cauchemar, insomnie, angoisse». Ok. Et en fait, c'est ça qui est ressorti finalement. Ouais, en fait, les cauchemars, c'est, il est dans le noir, il y a rien. Et il me dit: «Et ça me rappelle, enfin, j'imagine que la mort, c'est ça et donc ça m'angoisse et donc j'ai peur et donc». La question d'après, c'était croire qu'il y a rien après la mort. Est-ce que ça a un impact réel sur notre vie? Croire qu'il y a rien après la mort, est-ce que ça a un impact réel sur notre vie? Bah oui, je pense que tu vis pas de la même manière quand tu crois, qu'il y a rien et quand tu crois qu'il y a quelque chose. Déjà, quand tu crois qu'il y a quelque chose, je pense que tu es plus serein, et ça te permet de prendre du recul par rapport aux événements, tu vois? De te dire, que peut-être enfin, en tout cas, moi, ça m'aide de me dire que, les choses ici, c'est juste un passage et qu'après, avant, il y a autre chose. Je te parle même pas de paradis, je te parle de juste, tu vois, autre chose, on continue, Aujourd'hui, on vit dans une société obsédée par le regard des autres. Comment tu l'as vécu, toi, cette pression? la pression du regard des autres, bah, je pense qu'au début, je l'ai vécu un peu comme plein de gens, c'est-à-dire que c'était dur, de me dire que, j'étais pas assez. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, donc il y avait pas encore, les ouvertures sur, le corps des femmes, qu'on a aujourd'hui. Je sais que ma phrase est chelou, mais il y avait pas encore, ce qu'on dit aujourd'hui à propos du body positive et cetera. Il y avait un espèce de truc où il fallait être absolument comme ça. OK, il y avait genre, 4 ou 5 top modèles quand moi j'étais ado et c'était comme ça qu'il fallait être, quoi. Après, il y a eu Naomi Campbell, mais bon, même elle, elle était pas très épaisse et c'était le culte de la maigreur, de la minceur, les régimes tout le temps, et donc c'était quoi la question? Comment tu as vécu le regard des autres? Comment j'ai vécu le regard des autres? Et pas mal, en vérité, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu, je l'ai même parfois très mal vécu parce que, parce que j'ai complexé de plein de trucs, hein, de mon apparence, de certains détails de mon apparence et donc au début, je le vivais, très mal. Enfant, je voulais être blonde, donc tu bien, que c'était un peu la merde.
Et ensuite, évidemment, je voulais être comme tout le monde, donc je voulais être mince. Pas de bol. En plus, les médecins, m'ont mis au régime, à 6 ans ou 7 ans, ou 10 ans ou je sais plus quel âge, alors qu'objectivement, quand je regarde les photos, bah, j'étais juste une enfant normale, donc merci les médecins, je les kiffe. Médecins, banquiers, police, j'adore. Ouais, donc du coup, s'ensuit, bah, une relation très compliquée avec la nourriture parce que j'ai été privée de trucs, parce qu'on disait: «Faut pas qu'elle mange ça, gna 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 gna, faut manger comme ça» et cetera. Donc voilà, les autres enfants, ils avaient le droit de manger des trucs et pas moi. Donc c'est une relation compliquée avec la nourriture. Donc finalement, j'ai jamais été, tu vois, dans le moule, de ce qu'il faut être. Et donc le regard des autres, je l'ai vachement mal vécu, ouais. Et tu dis que tu t'es affranchie du besoin de plaire. Qu'est-ce qui a déclenché ce déclic? Je me suis affranchie du besoin de plaire beaucoup. C'est-à-dire que c'est des paliers. OK, il y a certains paliers, j'ai encore du taf, je suis pas encore, complètement, je viens pas comme, Miss Buffet froid, tu vois, à poil sur scène, hein, mais je pense que j'ai déjà atteint, ouais, un palier qui est confortable aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, cette vidéo qu'on est en train de faire, avant, je me serais dit: «Bon, il faut absolument que je parle comme ça, que j'ai ce ton, que je me positionne comme ça, faut pas que je dise ça, faut pas». Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, en fait, tu vois? Aujourd'hui, je sais, j'ai compris qu'en fait, il s'agit pas d'être quelqu'un, tu vois, qui correspond à l'image qu'on se fait d'un thérapeute. Il s'agit d'être soi-même pour que les gens qui nous cherchent, les gens qui ont besoin de moi, ils me trouvent. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'arrêter les bon, je vais quand même suivre les codes, des réseaux sociaux. On peut pas juste, faire n'importe quoi tout le temps, mais aujourd'hui, je me suis beaucoup affranchie de ce regard-là, ouais. Je l'avais déjà pas, dans ma sphère privée, c'est-à-dire que, déjà de base, j'avais déjà, franchi ce palier-là dans ma sphère privée, dans mes amis, même au travail, tu vois? Je pouvais être moi-même, mais comme ça pour le public, pour, le monde, pas encore. Je pense que là, j'ai Mais c'est quoi la différence en fait? Parce que c'est la même chose finalement. aucune idée, je sais pas du tout quelle différence, ça fait. Je pense que, bah, on en avait parlé une fois. Je crois que c'est vraiment, tu vois, j'ai de la répartie. Oui. Oui, j'ai de la répartie, j'ai aucun problème avec les embrouilles. Tu vois, si je dis pas toi, mais si tu veux t'embrouiller, on s'embrouille, il y a aucun problème avec ça. J'ai pas peur du conflit. Mais le côté, tu vois, c'est quelqu'un qui te parle, tu connais pas, tu peux pas répondre. Le commentaire est là, il est pour toujours et tu peux même pas répondre en fait. Ou tu vas répondre, mais ouais, mais tu vas répondre, mais du coup ça va être interprété. Il y a 150 personnes qui ont pas de face, qui mettent pas leur visage, qui mettent la photo de leur chat qui s'appelle Jojo7722 et qui vont porter des jugements, tu vois. Et ben eux, en fait, quand tu leur réponds, il y a pas un vrai, il y a pas un vrai échange. Il balance sa merde et ensuite il se casse quoi. Et après il va regarder sa télé-réalité de bouffon et Mais c'est ça, c'est des gens ouais. qui n'ont pas de vie en vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout de leur avis? Bah non, mais en fait je m'en fous de son avis. Tu vois, concrètement, je m'en fous de son avis. En plus, je sais que les gens, quand ils sont méchants avec quelqu'un d'autre, ils projettent une méchanceté qu'ils ont. Elle est en eux, la noirceur. Tu vois, quand quelqu'un te dit, d'ailleurs c'est valable ça pour tout le monde, quand quelqu'un te dit t'es moche, t'es pas marrante, t'es ci, t'es mi, c'est ce que eux pensent d'eux-mêmes déjà. C'est juste qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à le voir chez eux, donc ils te le balancent à toi. Mais je sais pas pourquoi c'était compliqué pour moi. Je pense que c'était la pléthore, tu vois, tu te dis, en fait, quand t'entends des histoires de gens qui se font harceler sur les réseaux parce qu'il y a des milliers, des millions, quand t'entends qu'il y a des ados par exemple qui se suicident, tu dis ouais, ça doit être horrible d'avoir 100 000 personnes par exemple qui te pourrissent quoi. Mais bon, quand t'as 100 000 personnes qui te pourrissent, t'en as peut-être 200 000 qui te défendent, je pense. Oui, en fait, c'est qui t'inspire et qui, tu vois, en fait, voilà, ce que je te dis souvent, c'est regarde qui tu aides à travers ces vidéos et qui aura envie de travailler avec toi et les autres, on s'en fout finalement. Mais après, les ados, c'est différent, je trouve, parce que ben, eux, c'est des potes de collège ou quand ils arrivent au collège, ça continue. Enfin, tu vois, ça c'est horrible. Horrible. Mais moi, j'ai des petites enfin des petites et même des grandes, hein, des personnes qui viennent en consultation parce que soit elles le traversent maintenant ou elles l'ont traversé il y a 1 an ou 2, soit elles ont 30 ans, 40 ans et c'est encore un truc, tu vois. Bah oui, ça m'étonne pas. Donc, tu t'es affranchi, mais c'est encore, il y a des paliers encore. Bah, je pense qu'il y a toujours des paliers. Je pense Le que boss, il est pas encore vaincu, quoi. le boss, il est pas encore vaincu. Je sais pas, déjà là, je bats celui-là. Donc, Ouais, le big boss, quoi. je sais même pas qui c'est le big boss. Je sais pas. Je sais pas qui c'est le big boss. C'est un connard dans ta tête, non? C'est probablement un connard dans ma tête. Ouais, probablement, je sais pas, parce que ouais, tu vois, je me suis affranchie de beaucoup de paliers, hein, mais je sais pas.
Donc t'as vaincu pas mal de boss déjà. J'ai vaincu pas mal de boss, ouais. Tu parles aussi des injonctions spirituelles omniprésentes. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce sujet? Les injonctions spirituelles omniprésentes, donc ça me rend ouf. C'est quoi? Ben, les trucs où on te dit, tu vois, moi j'ai travaillé, dans plusieurs lieux où, bah, je croise d'autres personnes, tu vois? Et qui font de l'énergie aussi, qui font des gens qui sont des starseeds, qui sont, tu comprends, pas comme tout le monde, tu vois, qui ont un don, et tout le bullshit new age qui va avec et qui, vont te dire, «Faut pas que tu t'habilles comme ça, parce que tu vois le noir ça attire, gna gna. Faut pas que tu portes, ce truc parce que la vibration elle est pas terrible. Faut pas que tu écoutes cette musique parce que tu sais, il y a des vibrations et ils ont changé maintenant, il y a plus de 432 hertz dans la musique, ils ont changé les fréquences et cetera». J'entends tout ça, vrai, pas vrai, j'ai envie de dire peut-être que c'est vrai. Mais en réalité, on crée notre, réalité. Donc et ça ne sert à rien, je trouve, d'être toujours condescendant quand tu es dans la spiritualité et de dire aux gens: «Bah, moi, je sais mieux que toi et tu devrais faire comme ça». Surtout que, hem, j'en parlerai peut-être après, mais surtout que souvent, les gens qui te donnent des conseils, ben, en fait, ils sont bidons. Ils sont bidons de fou, tu vois? L'une des personnes qui me disait, qui me donnait des conseils ou je sais pas, des recommandations sur, l'énergie, elle buvait du vin avant ses soins énergétiques, je dis: «Mais tu es sûre là?» Mais en fait, on a vu que le vin, ça fait des trous dans l'aura, que le vin, ça tu vois, ça vibre aussi une fréquence dégueulasse, donc pourquoi tu fais ça, en fait? Surtout quand tu vas transmettre de l'énergie à quelqu'un d'autre. OK, donc tu fais des soins énergétiques en ayant picolé et normal, tu me saoules parce que je porte du noir, tu vois? Ou parce que j'écoute, Tupac ou parce que, tu vois, il faut écouter des fréquences, des chants angéliques, ça c'est pour moi, c'est des gens qui ont peur de l'ombre. Si tu as peur de l'ombre, tu es pas lumineux. Comme dit une meuf que j'adore, elle s'appelle, Aurélie, elle est hypno et elle dit, il y avait une métaphore, donc elle a écrit un livre, j'ai lu son livre et il y a une métaphore dedans où elle dit, c'était, il y avait un trou noir, un tunnel très, très noir qui habitait à côté d'une lumière. Bon, je paraphrase parce que je place pas exactement les mots. Et en fait, il avait très peur, le tunnel noir, tu vois? Et il avait toujours très, très peur. Donc un jour, la lumière, elle décide d'y aller. Et elle dit: «Bon, bah, attends, je vais aller regarder», tu vois? Et en fait, elle arrive et en fait, elle voit pas qu'il fait noir. Tu vois ce que je veux dire? Elle voit pas qu'il fait noir et elle dit: «Ouais, bah, OK, je comprends pas, tu vois, ton problème». Et je pense que c'est ça. Je pense que quand tu es assez, lumineux, éveillé, peu importe, même si ça, c'est des mots qui me saoulent, tu pas peur. Justement, tu parlais de Tupac. Tu préfères écouter Tupac que vénérer de certains guides. Qu'est-ce que ça dit de ta vision de la spiritualité? Je vais me faire des potes là dans le milieu du new age, dans le game du bien-être. Ouais, je préfère écouter, Tupac qu'écouter, des guides spirituels, un peu bidons. Bidons ou pas bidons, tu vois? Par exemple, on sait là que Gandhi il était, profondément raciste, que, il dormait avec ses nièces, mineures pour tester leurs vertus. Bon, en gros, c'était un mot, une paraphrase pour dire, une périphrase pour dire qu'il est, pédo, et pourtant tout le monde vénère ce mec. Mère Teresa, c'était une crapule. Elle voulait pas que les gens, elle voulait pas qu'on désinfecte les seringues. Elle trouvait qu'il y avait de la beauté dans la souffrance parce que ça les rapprochait du Christ et de Jésus. Et tu vois, on vénère ces gens-là et je pense qu'il y a même des trucs, sur d'autres gens. On vénère ces gens-là alors que, bah, c'était fou, pour moi, tu vois? De là, ce que j'entends sur ces mecs-là, je me dis: «Mais c'est incroyable», donc et eux, ça fait pas longtemps qu'ils sont morts. Donc imagine, ce qu'on peut, déterrer de gens, qu'on a suivis et sur qui on n'avait pas vraiment d'infos, tu vois? Aujourd'hui, le récit sur les guides spirituels, il est très lumineux et cetera, mais moi, j'oublie jamais que le Dalaï Lama, il a quand même dit à un enfant: «Suce ma langue». Et donc c'est ces gens-là qu'on écoute, tu vois? Alors, oui, ils ont aussi dit des choses bien, mais là où je veux en venir, c'est que Tupac aussi, tu vois? Donc, qu'est-ce qui fait que, l'enseignement, de Kerry James, de Tupac, de même, parfois certaines paroles d'autres, de Kurt Cobain, me parlent plus? C'est parce qu'eux, ils cachent pas leur ombre, en fait. Et ça, en fait, quand quelqu'un cache pas son ombre, tu sais à quoi t'en tenir tout de suite et tu pas besoin, tu vois, de découvrir qu'en fait, c'est des oufs. Même si, peut-être qu'on va découvrir qu'en fait, ils sont moins cool que ce qu'on pensait, mais en tout cas, ils ont pas fait ce travail de se montrer que sous leur jour lumineux. On a tous une part d'ombre, une part lumineuse, non? Absolument, on a tous une part d'ombre, une part lumineuse. Bah, le yin et le yang, sont présents en toute chose.
On a tous une part d'ombre et une part de lumière, évidemment. Mais justement, quand tu cherches à cacher ta part d'ombre, tu fais quoi? Tu pas plus lumineux, en fait, en essayant de la cacher. C'est quand tu l'acceptes que, pour moi, tu plutôt dans la vérité. Et voilà pourquoi, moi, j'ai décidé, enfin, moi, de toute façon, c'était pas mon conditionnement et ma personnalité d'être une mytho, là-dessus, mais ouais, je l'assume encore plus, en fait. Par exemple, dans les Rage Against the Machine, moi, je trouve leur message lumineux, porteur d'espoir. Même s'ils le disaient avec la rage, même s'il est porté par de la colère, à un moment donné, si t'as pas de colère, c'est que t'occultes une émotion. Tu vois, être toujours dans la paix, dans la béatitude, ça n'existe pas. Ou alors t'es Bouddha. Tu vois, même Bouddha, il a mis je sais pas combien de temps à le faire. Donc c'est pas parce qu'un message est porté par de la colère qu'il vaut moins qu'un autre message. Voilà, même si leur son, il est parfois lourd et je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais Bah, encore une fois, mais rien n'est pour tout le monde finalement. ouais, bah, il y a quand même des trucs un peu pour tout le monde. Bah quoi? Dans les trucs un peu bidons, non? Un peu genre mièvre, tu vois, où tout le monde peut se reconnaître, mais personne en même temps. Bah, il y a des gens qui vont détester. Ouais, moi je déteste les trucs mièvres. Donc voilà. Donc tu vois bien que c'est rien qui est pour tout le monde finalement. Oui, voilà, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde, parce qu'en fait, quoi que tu fasses, tu plairas jamais à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et c'est excellent, c'est une excellente chose de plaire à tout le monde. Waouh! Ah, ah, très très beau lapsus. Non mais en vrai, toi t'aimes pas tout non plus. Donc Ah non, moi tu peux j'aime pas tout. faire en sorte que tout le monde enfin de plaire à tout le monde non plus. Tu vois. Ouais. Ouais, je trouve que c'est culpabilisant aussi, ce côté, faut pas que t'écoutes ça, faut pas que tu fasses ça, sinon t'es pas éveillé, sinon t'es pas sur la voie. La voie de l'éveil, c'est pas ça, hein. C'est pas être que dans la lumière, et tu vois? La voie de l'éveil pour moi, c'est questionner sans cesse. Tout le temps. Même ce que j'ai su, même ce que je suis en train de dire là, dans un mois, il faudra que je le questionne. Tu vois? Sinon je stagne, sinon je m'éveille plus, j'avance plus dans la voie. Non, puis tu parles de la colère. Pour moi, la colère, il faut l'accepter. On a le droit d'être en colère. Tu vois, Bah oui. Tu crois qu'il était pas en colère, Jesus, quand il disait: «Lève-toi et marche»? Il était vénère de fou. Bah oui. Mais tu vois? En fait, tu vois, je voudrais remettre ça en perspective. Ce qu'on dit là sur Gandhi, Mère Teresa et tout, c'est des mecs qui ont vécu il y a quoi? 60 ans, 70 ans, peut-être, allez 100 ans. Tu comment on a déjà retravaillé leur image et dit, n'importe quoi sur eux? Imagine Jésus. Attention, moi je dis pas que Jésus c'était une crapule, moi je le kiffe. Mais je pense enfin les gens qui ont écrit à propos de lui, ils ont écrit 300 ans après lui. Donc imagine les dingueries. À une époque où il y avait pas les gens ils savaient pas écrire, ils écrivaient ça sur un bout de papyrus avec, un caillou, tu le message comment il a dû être dénaturé? Et bah, voilà, donc moi je pense que Jésus, il était plus proche de Kerry James, de Kurt Cobain que de ce qu'on veut dire aujourd'hui. Voilà, c'est moi l'histoire que j'ai décidé de me raconter. Ok. Et du coup, tu disais que tu critiques l'image un peu aseptisée que beaucoup de gens renvoient dans le milieu spirituel. Pourquoi c'est problématique selon toi? Ce côté aseptisé qu'on envoie dans le milieu spirituel, il est problématique parce que, bah, je pense il fourvoie les gens. Les gens pensent que c'est comme ça qu'ils vont s'éveiller, tu vois? En n'ayant plus de colère, donc en refoulant de la colère, en écoutant, plus la musique qu'ils aiment, donc en n'ayant plus de joie. Parce que, faut se l'avouer, qui a envie d'écouter des fréquences angéliques? Franchement, mais pour de vrai, hein, pas les mythos qui font exprès. Mettez-moi, des commentaires là, ceux qui kiffent vraiment, qui s'ambiancent sur des fréquences angéliques. Et donc le danger, je pense, il est là, c'est que les gens, en fait, au lieu d'aller vers ce qu'ils sont vraiment, tu vois, de l'amour, de la joie, ils vont vers un espèce de truc où il y a rien, quoi. Il y a rien. Ils cherchent une plénitude qui pourront pas avoir tant qu'ils refouleront une partie d'eux. En plus, je trouve que ça empêche d'aller voir l'ombre, ça. D'aller toujours vers la lumière, ça empêche d'aller. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe avec les insectes qui vont vers la lumière. Donc en fait, toi, t'es l'hypno en noir qui déchire. Je suis l'hypno en noir qui déchire, je sais pas. Je sais pas si je suis en noir parce que j'adore les autres couleurs, mais ouais, j'ai arrêté de plus porter du noir, quoi. Tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es forcé à mettre d'autres couleurs pour rentrer dans le... Oui, à un moment donné, je me suis forcée à ne plus porter de noir alors que c'est une couleur qui me va de fou, tu vois? Et je me disais: «Non» parce que en fait, quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, je me sentais pas bien pendant les séances. J'avais des pressions sur la tête, je commençais à rôter, la tête qui tourne et tout et on m'a dit: «Ouais, mais c'est parce que tu portes du noir, parce que tu es pas assez ancré, parce que si, parce que tu alchimises pas, parce qu'il y a 1500, analyses, aucune
à vivre à tous, aucune ne m'a aidée. Enfin, m'ont toutes aidé, genre de 0,001%, mais c'est quand j'ai cessé d'avoir peur, en fait, que c'est parti, tu vois? C'était pas, les pierres, c'était pas le cube de Métatron, c'était pas porter du blanc, c'était pas, imaginer des racines dans c'était pas tout ça. Heu, donc ouais, je me suis, forcée à arrêter de porter du noir. Donc je suis back in black maintenant, tu vois? Comme AC/DC. Voilà. Et tu peur que tes clients, ils disent que t'es pas assez, spirituel si t'étais en or? J'avais peur que mes clients disent que je suis pas assez spirituelle? Non. Non, non, j'avais vraiment peur de, de moi pas être dans une bonne énergie, tu vois? Ouais, ouais. Tu un problème avec la recherche de vertu? C'est quoi? J'ai un problème avec la recherche de vertu, bah, tu vois, ça va dans ce truc-là. C'est que la recherche de vertu, ça, c'est un enseignement que je tiens de Bernard, mon prof de yoga qui a transformé ma vie, et qui est pas du tout un gourou justement, qui disait, et je trouve que c'est profondément vrai, que la recherche de vertu à outrance devient un vice. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a du bien et du mal. Par exemple, je vais donner l'exemple qu'il m'a donné, qui est, hardcore, mais qui va pouvoir illustrer le propos. La paix, c'est bien. On est d'accord, tout le monde a envie d'être en vie. Heu, L'absence de maladie, c'est bien, on a tous, envie de vivre jusqu'à 120 ans. Mais si personne ne meurt, à un moment donné, tu vois, cette vertu-là, si personne ne meurt, il va y avoir un autre problème. C'est qu'en fait, on sera beaucoup trop nombreux. Je dis pas qu'il faut faire comme Bill Gates, hein. Je dis juste que c'est un exemple de la vertu qui, à un moment, atteint son paroxysme et après elle repart, tu vois? C'est comme un cercle qui se complète et en plus, ça nourrit l'ego d'être toujours dans la vertu, tu vois? Ces gens qui disent, «Ah mais pourquoi tu t'énerves? Mais pourquoi tu critiques? Ah mais tu trouves pas qu'en fait, ce serait mieux d'être dans la compassion et dans l'amour?» Évidemment, mais en fait, ces gens qui sont trop dans la compassion et trop dans l'amour, potentiellement nourrissent un ego de se dire: Ouais, moi, je suis toujours dans la compassion et dans l'amour et donc là, ça devient un vice puisqu'ils sont en train de nourrir leur ego. Et tu penses que ça existe le karma? Je pense que ça existe le karma. Ben, en vrai, ça va être fou ce que je vais dire, hein, mais je pense que ça existe si tu veux que ça existe. Je pense qu'on crée notre réalité et que, on est tous une partie, en nous, il y a, l'univers entier et que donc, en fait, on n'est pas un corps dans l'univers, on est, l'univers qui s'incarne dans un corps physique, selon moi. Et donc on peut tout faire, on peut tout réussir et donc le karma, si on veut pas de karma en fait, je pense que le karma, c'est juste une règle qu'on s'est mis, bah, pour pimenter le jeu, mais on n'est pas obligé de le subir. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Squid Game, il y a pas besoin de karma en fait. Si tu arrives pas, tu crèves quoi qu'il arrive. Je sais pas si tu l'as vu? Squid Game, j'ai vu la première saison, je trouve t c'est trop dark pour moi. Si je Oh me la sens pas deuxième, bien, la quoi. troisième elle est hardcore, laisse tomber. Bah, déjà la première, moi Black Mirror, Squid Game et tout, je suis pas bien après, quoi. Même Dexter, je suis pas bien après. Tu vois? Je me sens pas bien. Fight Club, qui est un film que j'adore, je me sens pas bien. Après Bah l'avoir vu, oui, normal. Bah en même temps, ça te fait réfléchir, ça te montre des trucs assez hardcore aussi. Enfin, c'est normal. ouais, 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 en plus dans Fight Club, ils insèrent des images, enfin ils ont fait exprès que ça se voit, mais du coup il y a des Oui, mais je pense pas que les gens se sentent genre hyper bien après avoir vu ça. Enfin, non, mais il y a des gens: «Ah non, moi Black Mirror, ça me fait rien». Black Mirror, s'il te plaît, c'est badant de fou, quoi. j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. J'ai vu le premier déjà, je crois que ça m'a vacciné. Je l'ai pas vu, je crois, c'est avec un cochon? Ouais, Je l'ai pas vu. non, non. Et dernière question pour aujourd'hui. Pourquoi désobéir, c'est important? Pourquoi désobéir, c'est important? Bah, je pense que si tu désobéis pas, si en tout cas tu poses pas la question de: «Est-ce qu'il faut obéir ou pas? Est-ce qu'il faut désobéir ou pas?» Tu plus, quoi. Tu vois? Si tu te poses 0 question et que tu as juste, une, putain, je pense à un truc là, la dernière fois, je prenais le métro, il y avait un portillon qui était HS, les portillons comme ça là. OK, donc c'était ouvert. Et ben, tu me crois que les gens, ils faisaient la queue devant ce portillon-là pour biper leur, passe Navigo? Et moi, ça me rend ouf, en fait. C'est ouvert, passe. Tu vois? Maintenant, il y a le truc de: «Non, mais il faut valider le truc». Alors les autres, ils étaient fermés, donc tu es obligé de valider. Mais moi, quand je vois une porte ouverte, versus une porte, pas ouverte, je prends la porte ouverte, tu vois? Alors oui, je désobéis, on va me dire: «Madame, faut valider le badge». Mais et alors? Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que dans 80 ans, ça aura de l'importance? Quel intérêt de me faire badger mon truc là,
À part, juste me faire suivre un protocole, et moi je pense que c'est important de désobéir. D'ailleurs, putain, je vais aller très, très loin dans mon analogie, mais si les nazis avaient désobéi, peut-être qu'on n'aurait pas le bordel qu'on a eu, tu vois? Parce que ça aussi, c'était des gens qui obéissaient et à tous les gens qui sont dans l'armée et qui disent: «Ouais, bah, j'ai tué ci, j'ai tué, 600 personnes», bah, c'est parce qu'ils ont obéi à des ordres et ouais, pour moi, obéir, c'est très dangereux, en fait. Très, très, très dangereux. Il faut toujours se questionner. Il faut, je pense, selon moi alors c'est facile à dire parce que je suis en position de le faire. Je vis dans un pays libre, je suis blanche, je gagne ma vie, et cetera. OK, tout le monde n'a pas le même degré de liberté, mais quoi qu'on en dise, hein, mais il faut quand même se poser la question de pourquoi on fait les choses, tu vois? OK, on finit là-dessus. On finit là-dessus. Ciao. Ciao.